Berceau de Transpac, les études préliminaires y furent menées dans le cadre du CCETT dès la création de celui-ci en 1972, puis le même CCETT joua un rôle majeur dans le suivi de la réalisation, la validation puis la mise en œuvre des équipements spécifiques et des logiciels du réseau. Rennes avait toute légitimité à accueillir le siège social de la société Transpac une fois la création de celle-ci décidée. Cette légitimité ne lui sera d'ailleurs jamais contestée. Mais avant de voir ce qu'il advint des promesses faites sur le sujet, revenons quelques instants sur la création mouvementée de la société. Très tôt, Gérard Théry, le directeur général des télécommunications de l'époque, s'était prononcé en faveur d'une exploitation du réseau et de la commercialisation de ses services dans le cadre d'une société de droit privé plutôt que dans celui habituel de la DGT. Il pensait utile en effet d'associer au développement du réseau des compétences nouvelles et de faire appel pour ce faire à des gens d'horizons divers. Il eut à vaincre de nombreuses réticences, tant du côté de son ministère que du côté des instances représentatives du personnel de la DGT, en particulier de la puissante AIT, l'Association des ingénieurs des télécoms, qui se prononçait sans embâche contre tout ce qui pouvait s'apparenter à un démantèlement du service public. Il tint bon et sut convaincre Norbert Segard, le secrétaire d'État aux postes et télécommunications de l'époque, de la justesse de ses vues. Pourtant, en 1976, un rapport commandé par celui-ci à M. Maurice Duménil, le directeur des télécommunications du réseau national, se prononçait contre la solution envisagée avec des arguments chocs tels que, je cite, « Une société exploitante aura des difficultés à garantir la permanence nécessaire à un bon service. Il y aura des risques importants de friction avec les agents des télécoms. Les ingénieurs des télécommunications accepteront mal que l'État abandonne ses responsabilités dans la gestion du réseau Transpac. Le réseau des télécommunications forme un tout difficilement dissociable et des difficultés graves de coordination paraissent certaines. Et le mieux, on doit par ailleurs s'interroger sur la discrétion du personnel d'une société privée qui pourra bénéficier d'informations relatives à la clientèle, le trafic et en faire mauvais usage, etc., etc. Dans la foulée, les syndicats appelaient à réagir vigoureusement. Presse et députés étaient appelés à la rescousse. Norbert Segard était interpellé à l'Assemblée. Il tenait néanmoins bon avec Gérard Théry et, en juillet 1977, les décrets nécessaires à la création de la société paraissaient au journal officiel. En mars 1979, lors de l'inauguration du réseau à Rennes, les promesses faites étaient renouvelées. D'abord par Yvon Lebars, le premier président de la société, qui déclarait, je cite, « Rennes deviendra l'établissement le plus important de la société. Nous avons également décidé de transférer dans ce même délai de 3 ans le siège social de la société de Paris à Rennes. » Ensuite, Norbert Segard déclarait « Je veux souligner combien la Bretagne doit continuer à jouer un rôle important dans le cadre de notre politique de développement en matière de télématique et combien je suis décidé à mettre tout en œuvre pour que cette région voie s'affirmer sa vocation télématique. Il était tout naturel que la ville, qui a vécu de plus près le développement de Transpac, ville dans laquelle ont été expérimentés et testés les premiers commutateurs, accueille l'exploitation, la direction technique et le siège de la société. En outre, je rappellerai ma décision de décentraliser à Rennes la sous-direction de la téléinformatique et des réseaux spécialisés de la Direction générale des télécoms, et je pense que personne ne viendra plus ainsi disputer à cette ville le titre de capitale française de la téléinformatique. On sait ce qu'il advint de ces promesses, vérifiant une fois plus l'adage, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.